La salle de réunion du 40e étage de la tour Montparnasse était remplie de costumes 3 pièces et de diplômes prestigieux. 12 candidats attendaient leur tour pour le poste de directeur technique chez Delacroix Automobile, l'un des plus grands groupes industriels de France. Et puis, il y avait lui, Gabriel Moreau, 38 ans, en chemise de travail bleue tachée de cambouis, le visage marqué par la graisse et la fatigue, les mains calleuses d'un homme qui n'avait jamais eu peur de se salir. Le jury l'avait regardé avec un mélange de mépris et d'incrédulité pendant toute la présentation. Quand le président du jury lui avait demandé où était son diplôme d'ingénieur, Gabriel avait répondu qu'il n'en avait pas, qu'il avait appris sur le terrain, dans des garages, sous des capots, les mains dans le moteur depuis l'âge de 14 ans. Le silence qui suivit fut glacial, et quand il comprit qu'il perdait son temps, Gabriel se leva, ramassa sa veste et sortit sans un mot. Il était à mi-chemin du parking quand il entendit des talons claquer derrière lui sur le béton. Une voix de femme criait son nom, il se retourna et vit Marguerite Delacroix elle-même, la PDG milliardaire, courir après lui en tailleur beige, le bras tendu, le suppliant de s'arrêter. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Gabriel Moreau n'avait jamais eu la vie facile. Il était né dans une cité HLM de la banlieue nord de Paris, fils d'un père absent et d'une mère qui cumulait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. À 14 ans, quand les autres garçons de son âge rêvaient de devenir footballeurs ou rappeurs, Gabriel avait trouvé sa vocation dans le garage de Monsieur Bertrand, un vieux mécanicien du quartier qui acceptait de lui apprendre le métier en échange de coups de main après l'école. Il avait quitté le lycée à 16 ans, incapable de supporter l'ennui des cours théoriques quand ses mains brûlaient de démonter des moteurs et de comprendre comment les choses fonctionnaient vraiment. Sa mère avait pleuré, convaincue qu'il ruinait son avenir. Mais Gabriel savait ce qu'il voulait. Il voulait créer, réparer, comprendre les machines avec une intimité que les ingénieurs diplômés ne connaîtraient jamais. Les années suivantes furent un apprentissage brutal, mais formateur. Il travailla dans des garages de fortune, des ateliers clandestins, des concessions qui le payaient au noir. Il dormit parfois dans sa voiture, mangea des sandwichs froids sur des parkings, mais chaque jour, il apprenait quelque chose de nouveau. À 25 ans, il connaissait les moteurs mieux que n'importe quel ingénieur sorti des grandes écoles. À 30 ans, il avait développé un système d'injection révolutionnaire dans son garage de Montreuil, un système qu'il avait breveté avec ses maigres économies et qui lui rapportait quelques royalties chaque année. C'est ce brevet qui avait attiré l'attention de Delacroix Automobile. Un chasseur de tête l'avait contacté 3 semaines plus tôt, lui expliquant que le groupe cherchait un directeur technique, capable de révolutionner leur département de recherche et développement. Gabriel avait d'abord refusé, convaincu qu'il n'avait rien à faire dans un bureau du 40e étage. Mais le chasseur de tête avait insisté, parlant de salaires à 6 chiffres, de laboratoires équipés des dernières technologies, de la possibilité de transformer ses idées en réalité à grande échelle. Gabriel avait fini par accepter l'entretien, plus par curiosité que par réel espoir. Il savait comment ces choses fonctionnaient. Les grandes entreprises voulaient des diplômes, des pédigrés, des gens qui savaient porter un costume et parler le jargon corporate. Pas des mécaniciens aux mains sales, qui avaient appris leur métier dans des garages de banlieue. Il n'avait pas eu tort. Dès qu'il était entré dans la salle de réunion, il avait senti les regards. Le mépris à peine dissimulé des autres candidats dans leurs costumes impeccables. L'incrédulité du jury face à cet homme en chemise de travail qui osait postuler pour un poste de direction. Les questions condescendantes sur sa formation, son parcours, ses références académiques qu'il n'avait évidemment pas. Gabriel avait présenté son projet quand même, expliquant sa vision d'un moteur hybride nouvelle génération, plus efficace et moins polluant que tout ce qui existait sur le marché. Il avait vu les yeux de certains membres du jury s'allumer brièvement d'intérêt, avant de se voiler à nouveau quand il se souvenait qu'il n'était qu'un mécanicien sans diplôme. La question finale du président du jury avait été le coup de grâce. Il avait demandé, avec un sourire condescendant, où M. Moreau avait obtenu son diplôme d'ingénieur.
Gabriel avait répondu la vérité, et le silence qui avait suivi lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il était parti sans attendre le verdict, sans serrer de main, sans faire de politesse. Il n'avait plus rien à faire dans cet endroit où les idées comptaient moins que les papiers. Marguerite Delacroix avait 52 ans et dirigeait l'empire familial depuis la mort de son père, 15 ans plus tôt. C'était une femme que personne n'avait jamais vue courir, encore moins en talons hauts sur un parking de béton. Elle était connue pour son calme olympien, sa capacité à négocier des milliards sans jamais hausser le ton, sa réputation de patronne exigeante mais juste. Mais ce jour-là, elle avait couru comme elle n'avait pas couru depuis des années, abandonnant toute dignité dans cette salle de réunion où des hommes en costume venaient de laisser partir le seul candidat qui valait quelque chose. Elle avait observé Gabriel pendant toute sa présentation, depuis le fond de la salle où elle s'était installée, incognito. Elle n'assistait jamais aux entretiens d'embauche, laissant ce travail aux ressources humaines et aux directeurs de département. Mais quelque chose dans le profil de ce candidat atypique l'avait intriguée, et elle avait voulu voir par elle-même. Ce qu'elle avait vu l'avait fascinée. Pas seulement les idées, qui étaient brillantes, révolutionnaires même, mais l'homme lui-même. La façon dont il parlait de moteur comme d'autres parlent de poésie. La passion qui illuminait son visage quand il expliquait les subtilités de son système d'injection. L'absence totale de prétention ou de jeu politique dans ses réponses. Il était là pour parler de ce qu'il aimait, pas pour impressionner un jury. Elle avait aussi vu la façon dont le jury le traitait, les regards en coin, les sourires condescendants, les questions pièges, destinées à l'humilier plutôt qu'à évaluer ses compétences. Elle avait vu ses propres directeurs se comporter comme des snobs arrogants face à un homme qui en savait probablement plus qu'eux tous réunis. Quand Gabriel s'était levé et était sorti, Marguerite avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la colère. Une colère froide contre ce système qui valorisait les diplômes au détriment du talent. Les apparences au détriment de la substance. Elle avait bâti son empire sur l'innovation et le mérite, et voilà que ses propres équipes étaient en train de faire fuir exactement le genre de personnes dont l'entreprise avait désespérément besoin. Elle n'avait pas réfléchi. Elle s'était levée, avait traversé la salle sous les regards stupéfaits de son jury, et s'était lancée à la poursuite de Gabriel. Dans le couloir, elle avait accéléré. Dans l'ascenseur, elle avait pesté contre la lenteur. Dans le hall d'entrée, elle avait commencé à courir, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Quand elle l'avait rattrapé sur le parking, à bout de souffle, les cheveux défaits, son tailleur beige froissé par l'effort, elle avait dû avoir l'air d'une folle. Mais elle s'en fichait. Elle avait passé l'âge de se soucier de ce que les gens pensaient d'elle. Gabriel s'était retourné, surpris, méfiant. Il ne l'avait pas reconnue au début, ne l'ayant jamais vue qu'en photo dans des magazines économiques, mais quand elle s'était présentée, quand elle lui avait dit qui elle était et ce qu'elle voulait, quelque chose dans son regard avait changé. Pas de la déférence ni de l'intimidation, juste de la curiosité, peut-être mêlée d'un soupçon de respect. Elle lui avait demandé de lui accorder 1 heure, une seule heure pour lui expliquer pourquoi elle était en train de courir après lui sur un parking comme une démente. Pourquoi elle pensait qu'il était exactement ce dont son entreprise avait besoin, et pourquoi elle était prête à jeter par la fenêtre toutes les règles de recrutement pour lui offrir le poste. Gabriel l'avait regardé longuement, cherchant le piège, la manipulation, le jeu de pouvoir qu'il avait appris à reconnaître chez les gens riches. Mais il n'avait rien trouvé de tout cela. Juste une femme essoufflée, sincère, qui semblait vraiment croire ce qu'elle disait. Il avait accepté l'heure. C'était le moins qu'il pouvait faire pour quelqu'un qui avait couru en talons pour le rattraper. Ils s'installèrent dans un café près de la tour, un endroit simple que Marguerite n'avait probablement jamais fréquenté dans sa vie de PDG milliardaire. Elle commanda un café noir, lui un thé, et pendant un moment, ils restèrent silencieux, chacun évaluant l'autre avec la prudence de 2 animaux qui ne savent pas encore s'ils sont prédateurs ou proies. Marguerite parla la première. Elle lui raconta l'histoire de Delacroix Automobile.
Pas la version officielle qu'on trouvait dans les rapports annuels, mais la vraie histoire. Comment son grand-père avait commencé comme simple ouvrier dans une usine de Toulouse avant de créer sa propre entreprise avec 3 employés et un rêve fou. Comment son père avait transformé cette petite entreprise en géant industriel, mais au prix de sa santé et de son mariage. Comment elle-même avait dû se battre contre des conseils d'administration entièrement masculins qui ne voulaient pas d'une femme à la tête de l'empire familial. Elle lui expliqua pourquoi elle l'avait poursuivi sur ce parking, parce qu'elle voyait en lui quelque chose qu'elle ne voyait plus chez ces ingénieurs diplômés des grandes écoles. La passion brute, non formatée, d'un homme qui aimait vraiment ce qu'il faisait, l'innovation qui venait des tripes et pas des manuels, le refus de se conformer à ce qu'on attendait de lui. Gabriel l'écouta sans l'interrompre, son thé refroidissant dans ses mains. Quand elle eut fini, il posa la question qui le taraudait depuis le début. Il demanda pourquoi elle avait besoin de lui, alors qu'elle avait des dizaines d'ingénieurs brillants, des laboratoires équipés de millions d'euros, des partenariats avec les meilleures universités du monde. Marguerite sourit tristement. Elle répondit que c'était justement le problème. Tous ces gens brillants pensaient de la même façon, avaient été formés dans les mêmes écoles, appliquaient les mêmes méthodes. Son département de R&D n'avait rien produit de vraiment innovant depuis 5 ans. Ils amélioraient de l'existant, optimisèrent les marges, réduisaient les coûts, mais ils ne créaient plus rien de nouveau, rien qui puisse changer la donne dans une industrie en pleine mutation. Elle avait besoin de quelqu'un qui pense différemment, quelqu'un qui n'ait pas été formaté par le système, quelqu'un qui ose proposer des idées folles parce qu'il ne savait pas qu'elles étaient supposées être impossibles. Gabriel resta silencieux un long moment après cette explication. Il pensait à son garage de Montreuil, à sa vie simple mais libre, à tout ce qu'il perdrait en acceptant de travailler pour une multinationale. Les réunions interminables, la politique de bureau, les compromis qu'il faudrait faire, il n'était pas sûr d'être fait pour ce monde-là. Mais il pensait aussi à ses idées qui dormaient dans des carnets, faute de moyens pour les développer. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. À ce moteur hybride révolutionnaire qui n'existait que dans sa tête parce qu'il n'avait pas les ressources pour le construire. À tout ce qu'il pourrait accomplir avec les laboratoires et les équipes de Delacroix derrière lui. Il posa une condition, une seule, non négociable. Il voulait une liberté totale dans son travail. Pas de comité de validation, pas de rapports hebdomadaires, pas d'ingénieur qui lui expliquerait pourquoi ses idées étaient irréalisables. Si elle voulait vraiment de lui, elle devait le laisser travailler à sa façon. Marguerite n'hésita pas une seconde. Elle tendit sa main par-dessus la table et dit qu'ils avaient un accord. Les premiers mois chez Delacroix furent un champ de bataille permanent. Gabriel arrivait au bureau en chemise de travail, alors que tout le monde portait des costumes. Il passait plus de temps dans les ateliers avec les techniciens qu'en réunion avec les directeurs. Il posait des questions que personne n'osait poser et remettait en cause des processus que tout le monde considérait comme sacrés. Les rumeurs sur lui se répandirent comme une traînée de poudre. On disait qu'il était l'amant de Marguerite, évidemment, parce que les gens ne pouvaient pas concevoir qu'une femme puisse reconnaître le talent d'un homme sans qu'il y ait une dimension sexuelle. On disait qu'il était un imposteur, un charlatan qui avait réussi à embobiner la patronne avec de belles promesses. On disait qu'il ne tiendrait pas 3 mois, que le système finirait par l'éjecter comme un corps étranger. Gabriel ignorait les rumeurs. Il avait vécu toute sa vie en étant sous-estimé, méprisé, considéré comme moins que les autres parce qu'il n'avait pas les bons papiers. Les regards en coin et les murmures dans son dos ne l'atteignaient plus depuis longtemps. Ce qui l'atteignait, en revanche, c'était la résistance passive de ses équipes. Les ingénieurs qu'on lui avait assignés le considéraient comme un intrus, un amateur qui n'avait pas sa place parmi eux. Ils exécutaient ses directives avec une lenteur calculée, soulevaient des objections techniques à chacune de ses propositions, faisaient tout pour prouver que ses idées étaient irréalisables.
Gabriel comprit vite qu'il devait gagner leur respect, pas par des discours ou des démonstrations d'autorité, mais par les résultats. Il se mit à travailler comme il n'avait jamais travaillé, passant des nuits entières dans les laboratoires, les mains dans le cambouis comme au bon vieux temps de son garage de Montreuil. Il résolut des problèmes que les ingénieurs avaient jugés insolubles, non pas en appliquant des formules apprises dans les livres, mais en comprenant intimement comment les machines fonctionnaient. Le premier tournant vint 3 mois après son arrivée. Un prototype de moteur sur lequel l'équipe travaillait depuis 2 ans avait un défaut récurrent que personne n'arrivait à identifier. Gabriel passa une nuit entière avec ce moteur, le démontant pièce par pièce, écoutant ses bruits, sentant ses vibrations. Au matin, il avait trouvé le problème. Une infime erreur de conception que les simulations informatiques n'avaient pas détectée, mais que son expérience de mécanicien lui avait permis de sentir. Quand les ingénieurs arrivèrent et virent le moteur réparé, tournant parfaitement pour la première fois en 2 ans, quelque chose changea dans leur regard. Pas du respect encore, mais au moins de la curiosité. Peut-être que ce mécanicien sans diplôme avait quelque chose à leur apprendre après tout. Marguerite observait tout cela de loin, satisfaite mais inquiète. Satisfaite parce que son intuition semblait se confirmer. Inquiète parce qu'elle voyait Gabriel s'épuiser dans cette bataille quotidienne et qu'elle se demandait combien de temps il tiendrait avant de craquer. Le projet qui changea tout s'appelait officiellement MX7, mais dans les couloirs de Delacroix, on l'appelait le moteur Moreau. C'était la concrétisation de toutes les idées que Gabriel avait accumulées pendant des années dans ses carnets. Un moteur hybride révolutionnaire qui combinait efficacité énergétique, puissance et durabilité d'une façon que personne n'avait jamais imaginée. Gabriel avait travaillé sur ce projet comme un possédé, dormant parfois dans son bureau, oubliant de manger pendant des jours entiers, poussant ses équipes avec une exigence qui frisait l'obsession. Mais cette fois, les ingénieurs le suivaient. Ils avaient fini par comprendre qu'ils ne les méprisaient pas, qu'ils respectaient leur expertise technique, qu'ils voulaient simplement les pousser à sortir de leur zone de confort et à penser différemment. Le prototype fut prêt en 8 mois, un délai record pour un projet de cette envergure. Les premiers tests dépassèrent toutes les attentes. Le moteur était 20% plus efficace que tout ce qui existait sur le marché, 30% moins polluant, et coûtait moins cher à produire grâce à une conception simplifiée qui éliminait des dizaines de composants inutiles. Marguerite organisa une présentation devant le conseil d'administration. Ces mêmes hommes en costume qui avaient failli laisser partir Gabriel 1 an plus tôt. Cette fois, ils écoutèrent avec une attention différente. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le moteur MX7 n'était pas seulement une innovation technique, c'était potentiellement des milliards d'euros de revenus et une avance considérable sur la concurrence. Quand Gabriel eut fini sa présentation, toujours en chemise de travail, toujours les mains légèrement tachées de cambouis, le président du conseil se leva et l'applaudit. Les autres suivirent, certains avec enthousiasme, d'autres avec une réticence visible mais vaincus par l'évidence des résultats. Ce soir-là, Marguerite invita Gabriel à dîner dans un restaurant étoilé du 8e arrondissement, un endroit où il n'aurait jamais mis les pieds de sa propre initiative. Elle lui dit qu'elle était fière de lui, fière de l'avoir poursuivi sur ce parking, fière d'avoir fait confiance à son instinct plutôt qu'aux conventions. Gabriel la remercia, mais il semblait distrait, préoccupé par quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Marguerite lui demanda ce qui n'allait pas, et après un long silence, il lui avoua qu'il ne savait pas s'il avait fait le bon choix. Il avait réussi au-delà de ses espérances, oui, mais il avait aussi perdu quelque chose en chemin. La simplicité de sa vie d'avant, la liberté de travailler seul dans son garage, le contact direct avec les machines, sans les filtres de la bureaucratie corporate. Marguerite comprit ce qu'il essayait de dire. Elle lui proposa quelque chose qu'elle n'avait jamais proposé à personne, un arrangement sur mesure. Il garderait son poste et son laboratoire chez Delacroix, mais il pourrait aussi conserver son garage à Montreuil, y travailler quand il en aurait besoin, maintenir ce lien avec ses racines qui était si important pour lui. Gabriel la regarda avec une surprise qu'il ne chercha pas à cacher.
Il lui demanda pourquoi elle faisait tout cela pour lui, et pourquoi elle continuait à lui offrir des exceptions que personne d'autre dans l'entreprise n'obtenait. Marguerite réfléchit un moment avant de répondre. Elle dit qu'elle voyait en lui quelque chose qu'elle avait perdu elle-même en gravissant les échelons du pouvoir. L'authenticité, la capacité à rester fidèle à qui on est vraiment, même quand le système pousse à devenir quelqu'un d'autre. Elle voulait protéger cela chez lui, parce qu'elle savait à quel point c'était précieux et fragile. 3 ans après cette première rencontre sur un parking de béton, Gabriel Moreau était devenu une légende dans l'industrie automobile française. Le moteur MX-7 équipait maintenant une gamme entière de véhicules Delacroix, et les concurrents s'arrachaient les cheveux en essayant de comprendre comment un homme sans diplôme d'ingénieur avait pu révolutionner un secteur où des armées de docteurs en physique planchaient depuis des décennies. Mais Gabriel n'avait pas changé. Il venait toujours au bureau en chemise de travail, passait toujours plus de temps dans les ateliers qu'en réunion, et retournait régulièrement dans son garage de Montreuil pour travailler sur des projets personnels qui n'avaient rien à voir avec les priorités commerciales de Delacroix. Marguerite tenait sa promesse. Elle le laissait être lui-même, et en retour, il lui donnait le meilleur de sa créativité. Leur relation avait évolué au fil du temps, d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Ce n'était pas de l'amour romantique, malgré ce que les ragots de bureau continuaient à suggérer. C'était quelque chose de plus rare et peut-être de plus précieux. Une amitié profonde, fondée sur le respect mutuel et une compréhension intuitive de ce que l'autre avait traversé pour arriver là où il était. Marguerite avait 55 ans maintenant, et elle commençait à penser à la succession. Elle avait 2 enfants, tous 2 impliqués dans l'entreprise à différents niveaux, mais aucun d'eux n'avait la vision ni la passion qu'elle recherchait pour prendre sa suite. Elle avait commencé à se demander si Gabriel, malgré son absence de diplôme et son mépris des conventions, ne serait pas le meilleur choix pour diriger Delacroix Automobile dans les décennies à venir. Gabriel, et quand elle lui en avait parlé, avait éclaté de rire. Lui, PDG d'une multinationale, l'idée était absurde. Il était mécanicien, inventeur peut-être, mais certainement pas homme d'affaires. Il ne saurait pas négocier avec des banquiers, charmer des actionnaires, naviguer dans les eaux troubles de la politique industrielle. Mais Marguerite avait insisté. Elle lui avait rappelé qu'elle-même n'était pas née PDG, qu'elle avait appris sur le tas, qu'elle avait fait des erreurs monumentales avant de trouver sa voie. Ce qui comptait, ce n'étaient pas les compétences qu'on avait au départ, mais la capacité à apprendre et à s'adapter. Et ça, Gabriel l'avait prouvé 1000 fois. Il avait promis d'y réfléchir, sans vraiment y croire. Mais l'idée avait fait son chemin, lentement, comme une graine plantée dans un sol qu'on croyait stérile. Un soir de décembre, alors que la neige tombait sur Paris et que les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées, Gabriel retourna sur ce parking de la tour Montparnasse où tout avait commencé 3 ans plus tôt. Il resta là un moment, les mains dans les poches de sa vieille veste en jean, regardant l'endroit exact où Marguerite l'avait rattrapé ce jour-là. Il pensa à tout le chemin parcouru depuis, au mécanicien sans diplôme qui était entré dans cette tour convaincu de perdre son temps, et qui en était ressorti avec une opportunité qui avait changé sa vie. À la femme en tailleur beige qui avait couru après lui en abandonnant toute dignité parce qu'elle avait vu quelque chose en lui que personne d'autre n'avait vu. Il pensa à tous les gens qui l'avaient sous-estimé, méprisé, jugé insuffisant parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers, et il réalisa qu'il leur devait quelque chose, d'une façon étrange et indirecte. Leur mépris l'avait poussé à prouver sa valeur. Leur rejet l'avait forcé à développer une résilience qui était maintenant sa plus grande force. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Marguerite, qui lui demandait s'il avait réfléchi à leur conversation. Gabriel sourit et tapa une réponse. Il acceptait, pas pour le pouvoir ou l'argent, mais parce qu'il voulait prouver quelque chose. Prouver qu'un mécanicien de banlieue pouvait diriger une des plus grandes entreprises de France. Prouver que les diplômes et les pédigrés ne valaient rien face à la passion et au travail. Prouver que n'importe qui, venu de n'importe où, pouvait accomplir de grandes choses s'il en avait l'occasion.
10 ans plus tard, quand on l'interrogeait sur son parcours, Gabriel racontait toujours la même histoire, celle d'un entretien raté, d'une sortie précipitée et d'une femme en talons qui avait couru après lui sur un parking en lui criant de s'arrêter. Cette histoire faisait rire les journalistes, mais Gabriel savait qu'elle contenait une vérité profonde. Parfois, les plus grandes opportunités viennent déguisées en échecs. Parfois, les gens qui croient en nous apparaissent quand on s'y attend le moins. Et parfois, il suffit d'une personne, une seule personne qui voit notre valeur quand tout le monde nous tourne le dos, pour changer le cours d'une vie entière. Marguerite était cette personne pour lui, et il ne l'oublierait jamais. Si cette histoire vous a rappelé que les diplômes ne font pas tout et que le talent peut venir des endroits les plus inattendus, alors laissez un petit signe de votre passage. Un cœur, un geste simple pour me dire que ces mots ont trouvé leur chemin jusqu'à vous. Parce que chaque personne mérite une chance d'être vue pour ce qu'elle vaut vraiment, au-delà des apparences et des conventions.